présenter le camarade donc David Van Emmerlink. Pour bien marquer le coup pour la résistance et la libération, l'alpha et l'oméga de David et de son combat d'altitude aérien et arachnéen à bord de son propre ULM tractait cette banderole sur toutes les plages de France et de Navarre tout l'été. Et il a commencé, pour la destitution du président de la République, je crois qu'il a commencé d'abord avec François Hollande, puis avec Macron par la suite. Donc nous avons invité une personnalité qui veut aider à éveiller les consciences et propose même une stratégie pour libérer le pays. Vous pourrez donc émettre des éventuelles réserves personnelles sur la méthode, mais ne vous manquerez pas d'admirer son courage exceptionnel. Oui, puis il est tout seul. Il a même été arrêté par le SBU, l'équivalent du GPU soviétique en Ukraine, pour avoir donné la parole aux manifestants ukrainiens opposés à la poursuite de la guerre avec la Russie. Il a montré la réalité de jeunes hommes kidnappés en pleine rue par les barbouzes du pouvoir ukrainien pour être envoyés au front et servir de chair à canon contre leur gré. Heureusement pour lui, il finira par être relâché, puisqu'il est avec nous, et renvoyé en France, où il a déjà été mis en examen de nombreuses fois, je crois. Il est l'ingénieur qui a mis ses connaissances au service de la blague la plus coûteuse du militantisme français. C'est un peu le Zorro du ciel, mais au lieu de laisser un Z, il laisse une facture d'essence salée et un message qui fait froncer les sourcils au palais présidentiel, bien évidemment. Il a même eu la visite dernièrement d'un Rafale, ce qui était sympa, ça fait du bruit. Et nous avons donc l'honneur d'accueillir ce camarade David Van Emmelharich, j'ai un mal à prononcer les noms étrangers, moi c'est terrible. Polytechnicien, ancien militaire, pilote du LM, fondateur de l'association Destitution et Référendum. Je vous conseille son carnet de voyage Les ailes de la libération, un témoignage court et très facile à lire, disponible gratuitement sous forme PDF sur son site. Il est rempli d'anecdotes et nous conte nombre de péripéties joyeuses, inquiètes ou stressantes. Le thème qui sera abordé aujourd'hui, ce sera la résistance citoyenne doit-elle être mondiale? Comment peut-on libérer son pays tout seul? Et je vous demande donc d'accueillir David. Merci Dominique. Alors, chers amis, on m'a dit que ce n'était pas plus l'heure des constats, que c'était l'heure des propositions d'action. Eh bien, cette conférence, ce n'est pas une conférence, c'est un cours. Un cours où je vais partager et vous allez avec moi réfléchir et faire de la recherche dans une direction. Comment crée-t-on une armée de résistants? Parce qu'on ne va pas s'étendre sur les raisons pour lesquelles le régime est dictatorial, blablabla, blablabla. Si on est ici, on est à 99% d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils peuvent toujours sortir. Alors, si on veut libérer la France, est-ce que ça se passe en mettant un bulletin blanc dans une urne? Est-ce que vous croyez que l'oligarchie va se laisser faire? Est-ce que vous croyez que ceux qui ont le pouvoir et qui contrôlent le ministère de l'Intérieur, celui censé additionner les votes, vous croyez qu'ils vont se laisser faire? Ils ont plein de cartes à leur disposition. Ça commence bien sûr par les télévisions, mais s'il faut l'élection, ils l'annulent. Ils trouveront un prétexte, s'il faut. Mais ils en ont plein des solutions plus discrètes. Alors voilà, les constats, c'est fini, c'était ça prenait 30 secondes. Nous sommes en lutte contre un régime qui lutte contre nos libertés. Le constat, il est fini. Qui veut libérer la France? Maintenant, on passe à l'action. Qui veut libérer la France? Levez la main. Donc, je n'ai pas compté, mais je crois qu'on est à pas loin des 100%. Comment on fait? Comment on fait? Moi, je me pose la question depuis que je suis petit. Depuis que j'ai appris à lire des livres d'histoire, je me suis posé la question, comment on fait pour libérer la France? Et un jour, je me suis dit, trop c'est trop. Les résistants sont découragés. Comment je fais pour les encourager? Dans ce petit livre, Les ailes de la libération, je fais le constat que pour passer à l'action, il faut au moins avoir la motivation, il faut avoir l'espoir.
Et donc, c'était le sens de ces banderoles destitution. Évidemment, ce n'est pas pour dire à M. Hollande ou à M. Macron, s'il vous plaît, partez, on en a marre. Non, ce n'est pas lui la cible du message. La cible du message, c'est vous. La cible du message, ce sont tous ces résistants dans l'âme qui m'ont dit « David, j'en pouvais plus, mais quand j'ai vu ta banderole, ça m'a fait chaud au cœur. » Alors, qui a vu déjà personnellement la banderole qui passait avec l'avion? Moi, je l'ai vue derrière moi, mais bon. Donc, on n'est pas beaucoup à l'avoir vue. Ben, du coup, les autres, il faut croire, il faut vous renseigner sur l'effet que ça fait. Et pourquoi je continue. Mais je le fais aussi parce que j'ai un effet démultiplicateur. La presse en parle. Les gens en parlent. Quand on l'a vu, on s'en souvient longtemps. Et donc, c'était une opération psychologique d'encouragement. Mais ça ne s'arrête pas là. On veut libérer la France. Je ne suis pas là juste pour que vous ayez le moral. Je ne suis pas un psychologue qui vous vend du Prozac pour que vous pensiez que ça va mieux aller à la prochaine élection en croyant qu'avec vos bulletins, ça marchera cette fois-ci. Allez, ça fait 40 ans qu'on essaie. 50, 100 ans, je ne sais pas. Moi, pas si longtemps que ça, heureusement quand même. Et donc, comment on fait? Vous savez, je suis polytechnicien, ce n'est pas avec les équations mathématiques que j'ai su résoudre le problème, mais c'est avec ma culture d'ingénieur que je me suis dit, des solutions existent, il faut les chercher. Quel est l'état de l'art, l'état de la recherche en subversion? Si vous voulez libérer la France, ça fait combien d'ouvrages de référence de subversion que vous avez lus? Parce que tous ici, vous agissez depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis plus. Certains ont servi sous les drapeaux ici. Pourquoi? Pour larguer des bombes au Kosovo? Le but de servir sous les drapeaux, c'était de servir la France. Et aujourd'hui, l'ennemi est à l'intérieur. On ne va pas refaire la démonstration 100 fois. On veut libérer la France. Et donc, je vais vous mettre le nez dans vos responsabilités d'abord. Il faut que ça fasse mal. Quand on va faire une opération chirurgicale, il faut d'abord avoir la douleur, savoir ce qui fait mal. Et ce qui fait mal, c'est qu'on n'a rien fait d'organisé. Vous savez, on s'est battu comme des Gaulois à... C'était quoi? C'était pas Gergovie. Gergovie, ça s'est bien passé. À Alésia. Et c'est vrai qu'à Alésia, vous savez, c'est ce que j'entends en ce moment. Oh, on n'a pas de chef. C'est qui le chef? C'est Marine? C'est Filippo? C'est Asselineau? C'est David? Je m'en fous. Parce que même quand il y avait Vercingétorix, les Gaulois ne voulaient pas obéir. Non, c'est comme ça qu'on va faire, c'est comme ça qu'on va faire. Et en face, il y avait un gars, Jules César, peu importe ses idées, mais c'est vrai qu'il avait de l'expérience, mais son armée, à lui, elle était entraînée. C'était une machine de guerre. Et ce n'était pas une question de technologie. Les Romains, ils arrivent à un endroit, le camp, il est fait en 2 heures. Les résistants, ils partent la fleur au fusil. Allez, on fait une manif. J'en ai fait des manifs. Vous en avez sûrement fait. Vous avez fait d'autres choses, vous avez fait des collages, des tractages, des affiches, tout ça. Combien d'actions qui, après, vous savez, des résistants qui arrivent et qui me disent « Oh, on m'a manipulé, j'ai servi tant d'années dans telle partie, j'en ai marre. On m'a manipulé, on m'a vendu du rêve. » Moi, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis là pour dire, là où ça fait mal, c'est qu'on n'est pas organisé. Et l'organisation, ce n'est pas d'avoir un grand chef. C'est pas d'avoir un grand chef. L'organisation, c'est quand chacun sait sa place dans l'armée et qu'il tient son rôle. Ouais. On a dit qu'on faisait un cours, donc un cours c'est interactif. Quelqu'un peut-il me dire ce qui fait un bon résistant? D'autres solutions? D'autres réponses? Propositions? Un résistant, je rappelle, c'est un militaire de l'armée de la résistance. Soyons clairs.
Alors, je reformule la question, qu'est-ce qui fait un bon militaire? La fidélité, on n'est pas marié. Hein. Alors, moi, j'ai une autre interprétation. Un bon résistant, c'est celui qui fait sa mission. Point. Celui qui fait sa mission. Mais qui m'a donné ma mission? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, si un militant, si un résistant, on lui a dit tu apportes le courrier du point A au point B, et que sur le chemin il voit 2 Allemands et il se dit ouais je suis très courageux, je sors mon flingue, je liquide les 2 Allemands, on lui tombe dessus le courrier avec tous les noms le plan de la résistance, il tombe entre les mains des Allemands, il a tout foiré, alors qu'il était courageux, qu'il était je sais pas moi fidèle, toutes les qualités que vous avez dites. Un bon militaire, il fait sa mission. Et donc un bon résistant, il fait sa mission. Mais la question, c'est comment on connaît sa mission si on n'a pas encore de structure hiérarchique? Déjà, ce serait bien qu'il y en ait une. Moi, j'aime bien raconter cette histoire. En général, je la raconte de manière spirituelle pour dire que quand on cherche les voies du Seigneur, on prie et on entend... Et pour parler de spiritualité, je prends un exemple militaire, parce que ma culture, elle est militaire. Et je m'imagine à Dien Bien Phu, jeune lieutenant, sorti de Saint-Cyr. Et puis, il y a mon gars avec la radio, il sort un truc. Il y a une transmission pour vous. Comment vous 237? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il faut faire avec... Bon, c'est peut-être Colline 237. Elle n'est plus à nous, elle était à nous hier. Peut-être qu'il faut la reprendre. Et on y va. C'est-à-dire que si vous ne savez pas, si ce n'est pas clair quelle est votre mission, vous suppléez au manque de communication de la chaîne hiérarchique, pour des questions de transmission ou pour des questions d'inexistence de cette chaîne hiérarchique, par votre... Oui, mais l'initiative, elle est elle-même soutenue par vos compétences, vos connaissances. Vous vous êtes formé. Vous avez passé 2 ans à Saint-Cyr, ou vous avez passé 1 mois à la Courtine, vous avez fait des ponts, vous avez couru, vous savez nouer vos rangers. En tout cas, vous êtes préparé à votre mission. Et si on ne se prépare pas à la mission de libérer la France, c'est normal qu'on n'y arrive pas. Et si vous êtes là, ici, avec vos passés, vos compétences, vos connaissances, et que vous n'encadrez pas les gens qui partent de manière totalement désordonnée, c'est votre faute. Ici, je pense qu'il y en a 50% au minimum qui devraient être des officiers de la résistance, formés, dédiés, compétents. Et quand on a un corps d'officiers, on a une armée. Parce que l'officier qui n'a pas de troupe, je sais pas moi, il va en chercher quoi. Et moi ici, je viens vous chercher. Pas pour être chef. Je viens vous chercher parce qu'on n'a pas fait le travail. Si la France n'est pas libérée, c'est qu'on n'a pas fait le travail. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire le travail. Vous savez, dans mon livre, il y a marqué « c'est la guerre ». Et il faut en avoir conscience. C'est quoi une guerre? C'est une lutte entre 2 camps. Le camp d'en face, il ne veut pas qu'on se libère. Si vous laissez faire, ce n'est pas la guerre. On a perdu. Si vous résistez, c'est la guerre. Et ils sont prêts à aller très loin. Ils sont prêts à vous manipuler pour vous infliger des tonnes de substances, etc. La guerre, elle est où? Elle ne se situe pas dans le nombre de Kalachnikov et de nombre de balles tirées. De tout temps, la guerre a été psychologique. Quand, à Alésia, les Gaulois ont été découragés, c'était fini. Quand, à l'époque de Napoléon, une ligne considère que la colonne qui arrive en face, elle va leur percer le flanc, et que c'est dangereux, ces petites baïonnettes, elle part en courant, et c'est fini. À la Première Guerre mondiale, ça sert à quoi l'artillerie? À faire baisser la tête, le temps que l'infanterie y aille, et quand l'infanterie est sur place, que les gens lèvent la main et qu'ils se rendent. S'il faut en tuer quelques-uns pour qu'ils se rendent, ok, c'est la guerre. Mais à la fin, on veut que l'adversaire arrête, qu'il se rende. C'est ça la guerre. Et donc, le camp d'en face, il veut que vous vous soumettiez. Et nous, qu'est-ce qu'on veut?
On veut que eux, ils arrêtent de vouloir nous soumettre parce qu'on est les plus forts. Parce qu'on est les plus forts. Ils ne vont pas arrêter de se battre pour nous soumettre si on est des soumis ou si on range nos compétences ou si on est désorganisé ou si on n'est juste pas les plus forts. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils ne vont pas nous respecter. On peut écrire... En tout cas, Francis, si tu écris des poèmes, ça ne va pas s'appliquer. Ce n'est pas le camp d'en face qui va les lire. C'est nous qui allons les lire. C'est nous qui allons les chanter en partant au combat. C'est-à-dire que pour être les plus forts, il faut faire le diagnostic de nos forces. Il faut créer cette armée et il faut savoir quel est son objectif. Qui on veut décourager? Qui on veut encourager aussi? Je ne sais pas qui a déjà pensé longtemps à cette question, comment on crée une armée? Ok. Alors, il y a au moins 2 volontaires. Comment on crée une armée? Par des sapeurs. Par une volonté publique et collective. Bon, on va prendre des exemples historiques. Qui a déjà créé une armée, enfin, qui a dû créer une armée dans l'histoire du monde? Qui a dû créer une armée en partant de zéro? Napoléon, il est parti de l'armée de la Révolution qui elle-même se basait sur des cadres officiers et des pratiques de la pointe de la technologie de l'Ancien Régime. L'organisation de l'Ancien Régime, l'infanterie de l'Ancien Régime, elle était au top. Simplement, ils ont généralisé pour passer une infanterie de masse. Bref, moi je connais très peu, enfin j'ai pas d'exemple sous la main d'armée qui part de zéro et qui se crée, ex nihilo. En général, il y a une doctrine, un corps d'officiers qu'on récupère, et il y a de l'argent déjà existant. Si on prend l'armée de Jeanne d'Arc, moi j'aime bien un des films français qui a été tourné dessus, et puis Jeanne d'Arc arrive et voilà, elle a délivré son message, tout ça, le roi il est convaincu, et les généraux sont pas convaincus. Le chambellan il est pas convaincu, les caisses sont vides. Et donc il y a un grand conseil de guerre, enfin un conseil du royaume quoi. Puis c'est ceux qui veulent faire confiance à Jeanne d'Arc, partir même si on lui donne quelques généraux. Puis il y en a qui disent non, mais on n'a pas les sous. Et puis il y a la belle-mère du roi, qui lui servait un peu de mère, qui lui dit, écoutez, on va faire confiance à la Providence. Ça ne veut pas dire qu'elle attendait un miracle, ça voulait dire, écoutez, moi je suis prêt à vendre mes joyaux, on va faire confiance, on va tout mettre, on va faire l'acte de foi de... Voilà. Et je prends cet exemple pour dire que même l'armée de Jeanne d'Arc, elle n'est pas sortie de nulle part. Ils ont pris des militaires qui étaient découragés, mais qui étaient là. Et nous, pour la résistance, on part presque de nulle part. Parce que si on fait le diagnostic de ce qui constitue une armée, tiens d'ailleurs, bonne question. Qu'est-ce qui constitue une armée? De quoi a-t-on besoin pour faire une armée? Des armes, non, mais les armes, si vous avez que des armes, vous êtes une mafia. Si vous n'avez que des hommes, vous êtes un troupeau. Alors, un état-major, un commandement, mais ça veut dire quoi un état-major en vrai? Une équipe. Ouais, mais ça veut dire, un état-major, il produit quoi? Une stratégie, des doctrines d'action. De quoi former le lieutenant qui va être formé ensuite à Saint-Cyr? S'il n'y a personne qui dit c'est comme ça qu'on va se battre, ben personne ne sait se battre. On part tous avec des fourches et des gourdins comme il y a 2000 ans. Si personne ne dit écoutez, on va acheter des mitrailleuses, et puis il y a un premier échelon, il y a un deuxième échelon, on va faire, comment ça s'appelle déjà là, hop, grosso modo ça revient à dire on va fonctionner en échelle. Bon. Les théories d'assaut de l'infanterie, elles ont évolué. Les petites équipes, c'est pas on envoie 100 hommes comme ça qui courent comme des fous. Non, il y a une doctrine qui se raffine d'étape en étape. Et donc pour la subversion, pour la libération de la France, c'est quoi notre doctrine? Écoutez, la doctrine, c'est pas de dire on va attendre que la Russie nous sauve. Sinon, c'est pas non plus de dire on va attendre que le patron là-haut nous envoie une Jeanne d'Arc. Si c'est ça votre doctrine, moi je veux bien qu'on prie pour qu'on ait une Jeanne d'Arc, mais
En tout cas, le début de la formulation de la doctrine, c'est vrai que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le combat, il est psychologique. Et que la conviction du peuple français, c'est notre cible. Mais pas une conviction juste convaincre d'une théorie. Non, non, non. On veut mobiliser tellement le peuple de France à vouloir se libérer que les oligarques ils soient morts de trouille et qu'ils se cassent. Si on étudie les révolutions, ça se passe comment? Je sais pas moi, par exemple, c'est qui Batista à Cuba quand il s'enfuit parce que Fidel Castro il arrive. Vous croyez que si Batista il pouvait appeler c'était qui? C'était peut-être Kennedy ou le précédent, qui pouvait appeler un président américain en disant tu me prêtes 2 porte-avions, 10 régiments de GI, ils arrêtent Fidel Castro facile. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que psychologiquement, Batista sait qu'il ne peut plus compter sur les États-Unis à ce moment-là. Et donc, c'est que Fidel Castro a gagné psychologiquement, il a délégitimé l'influence américaine à Cuba, il a montré que le peuple voulait se libérer, peu importe ce qui suit, hein, mais il a obtenu un revirement psychologique et Batista, il s'enfuit. C'est le modèle de toutes les révolutions. Hein. Il y a un moment, il y a un gars, il a la trouille et il s'enfuit. Et lui-même, il n'est que le symbole de tous ceux qui soutiennent le camp d'en face et qui sont en train de retourner Kazakh, vite fait, à la dernière minute. Ah, bah, moi j'étais avec la résistance. Moi j'étais avec la résistance. Voilà, mais moi, au fond, moi j'étais gendarme, mais j'étais avec la résistance. On ne saura jamais qui était vraiment avec la résistance. Il y aura ce phénomène-là, à la fin, que tout le monde dira « j'étais résistant ». Mais on saura qui était officier de la résistance. Tiens, un premier exercice pratique. Qui a le courage de se lever pour dire « je veux être un officier de la résistance ». De se lever maintenant, tout de suite. Qui a le courage de se lever devant les autres pour dire « je veux être un officier de la résistance ». Bon, alors voilà, on n'est pas encore très nombreux, sachant que je recrute à la fin. Vous m'entendez pas? Trop fort. Et si je parle sans micro? Bon, ouais. En fait, je voulais vous réveiller, mais c'est bon, là, il y a l'overdose. Non, non. Oui. Oui, non, ça c'est... Elle est très importante. Elle est très importante. Chaque personne qui veut encadrer la résistance doit savoir ses limites, en toute responsabilité. Doit savoir s'il est prêt à passer un jour au commissariat, un mois en prison, mourir. Mais je ne dis pas qu'il faut tous être prêts à ça. Je dis que chacun doit avoir conscience de ses limites pour ne pas mentir aux autres. Parce que les gens qui se sont levés là, je ne les connais pas, je ne sais pas s'ils sont capables d'être... Stop. Dans une armée, non, il ne faut pas être culpabilisant. Dans une armée, l'armée française, il y a un médecin, il est à Percy et il fait son boulot. Il fait sa mission. Et le médecin à Percy, il n'est pas appelé à se prendre une balle en Afghanistan. Donc, dans une armée, il y a des commandos, il y a des gens en première ligne, ils vont se prendre des claques, il y en a 10% qui vont mourir, et ils le savent, ils ont signé pour. Il y a des gens, ils vont être tout en haut de la chaîne hiérarchique, ils savent qu'ils vont se prendre des snipers, qu'un jour ils vont être suicidés avec les pieds dans le plâtre, et que la presse dira « Ah, c'est un suicide ». Voilà. Mais il y en a d'autres, ils seront dans l'ombre et ils feront leur mission. Et ils auront moins de risques. Mais chacun doit connaître sa mission et donc chacun doit connaître sa spécialité. Si on veut former l'armée de la résistance, il ne faut pas que des commandos. Il faut des médecins. Il faut des commissaires. Enfin, les commissaires, c'est le nom dans l'armée pour ceux qui gèrent les sous. Il faut un état-major qui fait la théorie. Il faut des formateurs qui forment concrètement
la prochaine vague d'officiers. Je ne sais pas dans combien de temps on sera libéré par cette armée de la résistance. Mais on ne peut pas être libéré hier. On peut peut-être être libéré demain si on va très vite. Si on ne se met pas au boulot, c'est peut-être dans 400 ans. Donc ça dépend de nous. Et moi, ce que je propose, c'est pas de chercher un grand chef, c'est de former cette ossature d'officiers. Et il y en a plein qui ont déjà des compétences. Il faut les formaliser, il faut faire des fiches, il faut réfléchir avec les autres qui ont les mêmes compétences. Il faut faire des pools de compétences, des spécialistes. Il faut former la relève. Et il faut qu'on identifie les spécialistes pour qu'on les intègre dans des équipes de travail. Et il faut qu'on s'entraîne. Ce n'est pas le tout de faire de la théorie. Quand on fait une manif, si on me dit la manif c'est pour virer Macron, j'ai mal. J'ai mal parce que l'officier qui dit ça, de facto il est officier. S'il est en position de responsabilité que les gens l'écoutent, de facto il est déjà officier. Mais c'est un officier qui n'est pas formé parce qu'il ment. Il dit si demain on vire Macron, la probabilité que ce soit vrai est très faible. Il est en train de décourager par avance les gens qui viennent. Ceux qui sont réalistes ou ceux qui sont enthousiastes, qui vont venir et qui vont être découragés après-demain. Mais si je dis, écoutez, il ne faut pas baisser les bras, il faut marteler le message et on va s'entraîner. Et si on réussit, tant mieux. En probabilité très faible. Mais on s'entraîne. Alors là, les équipes, elles savent l'objectif et elles sont encouragées à l'issue de l'objectif. C'est un entraînement. Qu'est-ce que j'ai fait avec la banderole destitution? Je n'ai pas viré un président, j'ai motivé des gens. C'était une opération psychologique. Étape numéro 0. Capter l'attention, donner de l'espoir. Vous savez, donc on est en guerre. On n'a toujours pas dit ce qui formait vraiment une armée. Il faut se poser la question. Parce que si on veut la constituer, il faut savoir aussi ce qu'on veut constituer. Mais je vais donner, je donne en avance cette piste que on veut former le corps d'officiers. On va le faire. On va le faire. Cette vidéo-là, on va la monter, on va l'éditer, on va mettre un générique. On va dire, étape numéro 0, se motiver à se former. Tous ceux qui... Oui, sûrement, mais c'est pas grave, ça circulera sur Telegram. Tous ceux qui veulent rejoindre cette Académie de la Résistance, ils seront dans différents partis. On ne demande pas de retirer sa casaque, ou dans aucun parti, parce qu'ils sont déjà dégoûtés. On s'en fiche, on forme la résistance. On va faire des think tanks, il y aura des communicants, il y aura des gens qui seront orientés action, il y aura des gens qui se diront oui, mais tout ça, il faut le financer. Comment on lève des fonds? Il y aura des gens qui se diront oui, mais les résistants, quand ils sont partis au front et qu'ils reviennent gueule cassée, comment on prend soin d'eux? Moi, c'est une question que je me pose depuis le début. J'avais des militants, ils disaient ça se trouve, ils vont en prison. S'ils ne vont pas en prison, mais qu'ils sont dans un article de presse, ils n'auront jamais un boulot normal, sauf si on a un corps qui leur trouve un boulot parmi les chefs d'entreprise de la résistance. C'est ce que j'appelle le service après-vente ou le service de santé de la résistance. Il faut... Vous savez, un militaire qui se dit on va me couper le bras et puis on va me laisser crever. Il n'y en a pas beaucoup qui vont se battre. On va se battre parce qu'on sait qu'il y a un système derrière nous. Je vais aller au front, il y a une petite chance que je perde un bras, mais si je perds un bras, il y a quelqu'un qui vient me chercher, qui m'emmène à l'hôpital, et ils vont essayer à tout prix de me sauver, ce qui me reste de ma vie. Et ce soutien, même si ça fait mal, j'ai un bras en moins, quoi. Ce soutien, c'est ce qui fait que je suis capable de partir au front. C'est ce qui fait qu'on est une armée. C'est un système cohérent. Sinon, on est une horde, une mafia. Combien de résistants sont découragés parce qu'il a manqué la solidarité après? Beaucoup. Mais la solidarité, ça s'organise. Il y a des gens ici bien organisés pour le savoir. Enfin, qui ont toute l'expérience pour savoir que la solidarité avec les plus pauvres, les plus démunis, c'est toute une vie, c'est toute une vocation. Mais la solidarité avec les résistants,
il faut l'organiser en amont. Si on collecte à chaque fois des cagnottes pour soutenir les résistants qui se prennent un procès après coup, peut-être que ça marche bien avec l'émotion, mais c'est pas encourageant pour tous les autres. Et si moi, j'arrive pas à faire de cagnotte pour me défendre? Vous savez, ma première opération psychologique, vraiment conçue comme une opération psychologique, à l'époque de la Manif pour tous, c'était exactement là-dessus. J'avais plein de petits jeunes dévoués, des cœurs en or, profil scout. Donc, c'est-à-dire des gens capables de partir dans l'action, de savoir ce que c'est qu'une équipe, et de se prendre un coup sur la figure. Si on est scout, on a la culture militaire et la culture chrétienne souvent. Et la culture chrétienne, c'est le patron, il est mort sur la croix. Et c'est ça. Donc, moi, j'avais des profils comme ça. Je me disais, allez, on fait une manif. À l'époque, je n'avais pas encore fait 14 ans d'études de la subversion. Mais je voyais bien que si on faisait une manif, que la police arrive, qu'on les embarque, même si le gars, il ressort libre, le petit gars de 17 ans qui est venu, il rentre chez lui. C'est l'année de son bac. Que lui dit sa maman? T'arrêtes tes bêtises. Non, sa maman, elle lui dit t'arrêtes tes bêtises. Et le papa, il n'ose pas moufter. Enfin, je caricature, mais... Et donc j'avais conçu, on va faire des badges prisonniers politiques. Et on remettait un badge prisonnier politique à toute personne qui s'était pris de la répression. Arrestation, coup de matraque, soi-disant contrôle d'identité qui... En fait, on ne veut pas contrôler votre identité, on veut juste vous traumatiser. On distribuait des badges prisonniers politiques. Moi, je savais que, en dehors de la petite fierté du gars, si le petit jeune il rentrait à la maison avec un badge prisonnier politique, tout fier, le papa lui mettait une grande accolade dans le dos. Fais plaisir à maman et cette année tu te calmes, mais t'as bien fait. Continue. Je suis fier de toi, mon garçon. Ça, c'est le service après-vente psychologique. Si on n'est pas capable de féliciter nos résistants, si à chaque fois on entend des discours culpabilisants, oui, les résistants, les Français sont des veaux. À chaque fois que j'entends ça, ça me met. C'est pas parce que De Gaulle l'a dit que c'est vrai. Ouais, enfin, les Français, c'est plutôt des taureaux, mais c'est vrai que de temps en temps, le taureau, il dort, quoi. Il faut prendre soin. Je ne veux plus entendre quelqu'un qui est officier de la résistance, je ne veux plus entendre un seul mot décourageant. C'est votre devoir de ne pas prononcer un seul mot décourageant. Ou, si vous le faites comme moi, à un premier moment, vous mettiez les gens face à comment on dit déjà, leurs excréments, quoi. Si vous mettiez les gens dans le nez dans la... Oui, mais c'est pour ensuite leur proposer la sortie et leur dire c'est comme ça. Si c'est juste pour dire les Français sont des veaux, c'est une catastrophe. Et il y a des centaines de manières de décliner ça. Oui, les Français ne se bougent pas. Oui, ils ne sont pas courageux. Non, je ne veux pas entendre ça. À chaque fois que vous dites ça, vous faites le boulot de l'adversaire. Et il faut savoir dans quel camp vous êtes. Un officier encourage ses troupes. Point. Les phrases déprimantes, il les garde pour lui. Le vendredi soir, il va aller retrouver son sergent. Le lieutenant, il va terminer la bouteille de whisky avec son sergent. Il va pleurer avec son sergent. Mais quand il est face aux hommes, il dit que des mots encourageants. Parce que le jour où on a besoin des hommes, le jour où on a besoin des Français, il faut les motiver. Et je vous garantis que les Français, ils ont un cœur en or. Simplement, si on les a démotivés, et l'adversaire, il est en train de les démotiver. Alors, ne faites pas le boulot de l'adversaire. Je veux pas... Tous les gens, là, il y a plein de figures de la résistance qui sont sur leur blog et qui débitent des commentaires de l'actualité. Mais chaque commentaire de l'actualité qui déprime, c'est le boulot de l'adversaire. Et j'en ai rien à faire que ce soit la vérité. Chaque personne dans la résistance qui débite même quelque chose de factuel doit continuer et terminer avec, plus qu'une note d'espoir, un plan.
mais ils ne connaissent pas le plan. À leur honneur, ils se bougent et ils emploient leurs compétences là où ils savent le faire. Ils font leur mission. Et chacun devrait faire ça sans aucune timidité, s'il vous plaît. Bon. Mais comment on trouve sa mission? Le plus important, c'est de se former, de continuer à se former. Ou quand on est à la 3e étape de sa vie, regardez ce qu'on sait déjà faire, est-ce qu'on peut apporter aux autres? On est un système cohérent si on a une armée. Tant pis si on n'a pas de chef. Il faut qu'au moins chaque régiment soit un système cohérent, où il y a un cuisinier qui vérifie que les gens ont à manger. Vous n'envoyez pas les gens se battre 2 jours sans manger. Moi, le nombre de gens qui m'ont dit « Allez !» à l'époque où on avait des tentes et tout ça, parce que j'avais mis en place ce protocole, on va tenir la position. C'est fort psychologiquement. Si 40 jeunes tiennent une position pendant 48 heures, c'est fort. Et puis du coup, les gens étaient super enthousiasmés. Ouais, on va mettre la tente à tel endroit, sur les Champs-Élysées, n'importe quoi. Si vous voulez faire tenir une position, vous faites comme les Romains. Vous faites un camp. Et dans le camp, il y a des... Il y a de la bouffe, mais il y a quoi d'autre? Soyons très prosaïques. Des sentinelles, oui, mais ça c'est quand les ennemis arrivent, il vaut mieux avoir des sentinelles, il y a un fossé, tout ça, tout ça. Soyez ultra prosaïques. Si vous oubliez ce truc qui est nul à dire, eh ben, voilà, des latrines, pour utiliser un mot latin. Si vous oubliez ce détail, c'est fini. Vous tenez 6 heures avec des garçons, 2 heures avec des filles. Et les filles, vous en avez besoin pourtant. Hein. Les filles, vous en avez besoin. Moi, quand je conçois un plan, pour tenir une position, il y a un bar. Au pire, on casse les vitrines et on va dans les toilettes du bar. Enfin, si on est vraiment motivé. Alors, je connaissais les veilleurs de l'époque. En 2013, ils avaient dit on va aller sur les pelouses des Invalides. Ouais. Vous avez déjà vu faire des filles faire leurs besoins sur des pelouses devant 1000 autres manifestants qu'elles tiennent en estime? Ah oui, on va mettre on va tenir des tapis de sol pour les cacher un petit peu. C'était pas réaliste. Ça veut dire qu'on fait quoi une fois qu'on a une doctrine? On fait des plans. Et le plan, moi j'en ai un, c'est la stratégie générale. Elle est ultra simple. Hein. En gros, on s'encourage individuellement. C'est dans le bouquin. On s'encourage individuellement. Voilà, on prend soin de soi, on se forme, on rejoint une équipe. On fait grossir la résistance, et quand on est assez fort, on passe à l'attaque. C'est tout simple. Mais c'est pour pas mettre la charrue avant les bœufs. La plupart des gens, ils voudraient qu'on attaque alors que l'armée est totalement désorganisée. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'officier. Il y a une horde de Gaulois, très courageux. C'est pas une armée, c'est une horde. Donc, si on veut une armée, on est organisé. Moi, je ne connais pas d'avion qui décolle sans un pilote qui a passé toutes ses qualifs. Alors peut-être qu'elles sont plus valides et qu'il se dira je sais bien que je sais bien piloter, mais ça c'est autre chose. Pour commencer, on se forme et on fait des plans. Et on fait des plans. Et celui qui fait un plan, il ne faut pas qu'il se croie le petit génie. Non, un plan, ça s'améliore. Nombre de fois où j'ai quelqu'un qui m'a dit « Ah David, j'ai une super idée, c'est ça qu'on va faire. » C'est bon. Hein. Moi, j'ai lu un bouquin, il y a 180 idées, ton idée, elle est dedans. Elle n'est pas révolutionnaire. La question, c'est comment tu l'implémentes. Est-ce que tu es entraîné pour cette idée? Ou est-ce que ça t'a juste apparu du ciel, on va faire un nouveau franc et on va plus s'occuper de l'euro et voilà. Non, mais c'est peut-être une bonne idée, le boycott économique, elle est dans la liste. Hein. C'est une vieille idée. La question, c'est comment on l'implémente. Est-ce que le plan, il est là? Est-ce qu'on peut le lire? Est-ce qu'on peut le critiquer? Est-ce qu'on peut en débattre dans un think tank d'officiers avant de commencer à l'implémenter? Et quand on commence à l'implémenter, est-ce qu'on peut l'adapter? Est-ce qu'on est flexible? Ou est-ce qu'on va suivre son plan? Ça y est, on a une idée, on y va? Non.
Bon, c'est pas assez interactif. Alors, je reviens à mes questions. Qu'est-ce qui constitue une armée? Enfin, est-ce que quelqu'un ici connaît la liste de ce qui se passe dans un état-major, les différents bureaux d'un état-major? Voilà, ils sont numérotés, donc c'est très simple. Mais ils font quoi, ces bureaux? Chacun individuellement. Ah, d'accord, mais ils font quoi? Planification. Logistique, renseignement. S'il en manque un, c'est fichu. Et personne ne me sait faire la liste entière. Mais c'est normal. Personne n'a eu à concevoir ce que c'est qu'un état-major. Ça s'est fait par les Allemands au 19e siècle. Ils se sont dit, nous, on n'a pas de Napoléon, mais on va être super organisés. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont gagné. C'est pas un ou deux canons par-ci, par-là. C'est qu'ils ont mis un corps d'officiers qui se sont dit, on va réfléchir, on va trouver des solutions. Et depuis, tout le monde les a copiés. Les Américains les ont copiés, les Anglais les ont copiés, et nous, quand on s'est pris 2 fois le problème dans la figure, on s'est dit, on va quand même les copier. Et donc, dans la résistance, c'est pareil. Il nous faut un bureau de renseignement, un bureau de planification, un bureau d'entraînement qui d'abord conçoit la doctrine, mais ensuite entraîne, un bureau qui planifie les opérations futures, la logistique. On a presque fait le tour. Si, il faut, dans la logistique, tout ça, c'est encore sous-ramifié. La logistique, c'est quoi? C'est le pognon, la santé, les avocats, etc. Les opérations sera quoi? Les manifs, les actions choc, les actions psychologiques, la presse, les réseaux sociaux. Ça, c'est les opérations. Et pourquoi je balance ces informations? Parce que j'en ai marre de me dire, dans 3 ans, je vais trouver un général qui va m'aider à monter le truc. Non, 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 non. On va balancer ce dont on a besoin. Ça, ici, là, c'est l'appel, le recrutement. C'est maintenant. Et si on fait ça en secret, on n'aura jamais personne. Ce qu'on va garder secret, c'est qui fait quoi exactement. Et encore, dans certains cas de figure, quand il faut protéger telle ou telle personne. Mais dans un premier temps, vu qu'on est tellement désorganisé, la doctrine, elle va être publique. Le besoin de créer de l'armée de résistance, il va être public. D'ici quelques mois, je vais me prendre des procès dans... Et ceux qui ne sont pas levés pour dire « je veux être officier de la résistance », quand vous allez voir ce que ça va être, vous allez dire « ah, finalement, c'est bien ». Pourquoi? Parce que l'organisation, c'est la base de la motivation. Quand vous voyez des gens partir la fleur au fusil, la première fois, vous regardez, et, oh, peut-être ça va réussir. Puis la deuxième fois, vous dites non, ils ont déjà essayé. C'est ultra déprimant de voir des gens désorganisés. Or, ce qu'on veut, c'est que cette armée de la résistance, elle soit efficace. Et l'étape numéro 1, c'est la motivation. On ne va pas s'arrêter là. L'étape numéro 2, c'est l'organisation, parce que l'organisation, c'est un des... Enfin, je n'ai pas envie de faire le polytechnicien qui met des formules, etc., mais grosso modo, on va dire que c'est comme une voiture. Une voiture, vous ne pouvez pas additionner des roues. Si vous n'avez que des roues, ça va aller nulle part. Les facteurs, ils se multiplient. S'il y en a un qui est à 0, c'est fini. C'est-à-dire que si vous mettez 3 moteurs ensemble, vous additionnez les moteurs, ça va de nulle part. Il faut les roues, les moteurs, l'essence. Dès qu'il y a un facteur à 0, c'est fini. Un facteur à moitié, bon, s'il y a la moitié de l'essence, on peut commencer le chemin. Si les roues sont dégonflées, on peut commencer le chemin. Si le moteur il a une fuite d'huile, on peut commencer le chemin. Mais s'il y a un facteur qui est à 0, c'est fini. Et donc, quand on regarde notre organisation, le moindre facteur à 0, ça nous met à plat. C'est ça qui est dur. On part de 0, on a plein de facteurs à 0, on a plein de pans entiers de l'armée de la résistance qui sont inexistants ou inopérationnels, et on veut les créer. Et le jour où on verra que ça marche, c'est quand il y aura tous les facteurs, pas à 0.
Tous. Le renseignement, l'opération, la logistique, les ressources humaines, tout. Il faut tous qu'on ait une armée qui soit organisée à un niveau minimum dans chacune des directions. Et donc j'ai besoin de chacun d'entre vous. Parmi vous, il y a des communicants. Cela, c'est presque le fer de lance dans une guerre psychologique. Il n'y a pas besoin d'aller devant un policier et de se prendre un coup de matraque. Ça, c'est une opération psychologique risquée. Moi, quand je vais devant un policier, que je me prépare à me prendre un coup de matraque, c'est parce que je me dis, il y a un journaliste ami qui va faire la vidéo, et la vidéo va servir à révolter quelqu'un d'autre. Donc, je vérifie que c'est efficace. Si je me prends un coup de matraque dans l'ombre, dans une cellule, ce coup de matraque, il ne sert à rien à la résistance. Et ma capacité à accepter ce coup de matraque, elle ne sert à rien à la résistance si je n'organise pas tout le reste. Pourquoi je parle de ça, moi? C'est pas très motivant. La résistance, le but, c'est de gagner. C'est pas de se prendre des coups de matraque. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'actions qu'on peut faire avec un risque proche de zéro. Et qui, la plupart du temps, vous correspondent. Vous savez, organiser un apéro, j'ai appelé ça les apéros citoyens, j'aurais dû appeler ça quoi, les libations de la résistance. Les gens qui ont organisé cette conférence, c'est génial. C'est génial. J'attendais ça depuis tellement longtemps. Rassembler des gens compétents. Ça fait 4 ans. Oui, mais on ne m'avait pas contacté, moi. Ou alors, c'est moi qui avais été paresseux. Voilà. Alors, on va faire une pause ou c'est la fin. Ok. Plan d'action. Je crois que vous avez compris. Il nous faut une armée et on va l'organiser. Moi, j'ai une date potentielle. Pour tous ceux qui veulent réfléchir avec moi de manière sérieuse, pas que ce soit moi qui débite comme ça, des phrases démotivantes, et puis après lancer les pistes sur ce que c'est qu'une armée, etc. Tout ça. J'ai une proposition concrète. Le 6 et 7 décembre, j'ai une salle en Normandie. Il y a des chambres. On peut passer 48 heures à faire un think tank, à créer l'état-major de la résistance. Vous n'êtes pas libre ce jour-là? C'est pas grave. Vous êtes libre ce jour-là? Venez. On va faire des contre-propositions. Le but, c'est de se recruter collectivement. Moi, tous les jours, j'ai envie d'arrêter. J'ai bien, moi, à danser à Varsovie, écouter ma petite messe en Pologne, j'apprends le polonais. Vous prenez les inscriptions? Oui, on prend les inscriptions. Qui c'est qui va prendre les inscriptions? Nathalie, tu pourras prendre les inscriptions? Tu prends les contacts de tous ceux qui veulent nous... Voilà. Et je ne tiens pas à cheffer. Je tiens à ce que l'Académie de la Résistance, elle soit opérationnelle dans les 3 mois. Dans les 3 mois, on a un corps de spécialistes qui se disent on va aider les autres à être compétents. On va aider les autres à avoir un plan, à avoir une formation de base. C'est très simple. Vous savez, on va prendre le manuel du scoutisme. Enfin, moi, j'étais au Scout unitaire de France. L'azimut, c'était quoi? Il y avait un peu l'histoire de Baden-Powell, tout ça. C'est comme dans mon bouquin, quand je raconte, je suis allé piloter. Il y a un peu de folklore. C'est bien, c'est motivant. Mais il y avait une page. Qu'est-ce qu'on fait pour être l'étape numéro 1? Ah, je sais faire un feu. Ah, je sais nouer mes chaussures. Qu'est-ce qui fait le résistant l'étape numéro 0? Est-ce que j'ai compris la stratégie d'ensemble? Qu'est-ce qui fait un résistant étape numéro 1? Officier de base. Je connais les différentes directions nécessaires à l'organisation d'une action. J'ai la base des connaissances de planification. J'ai la base des connaissances d'opérations psychologiques. J'ai la base un peu de partout. Après, je peux me former comme spécialiste, comme au scout, les badges, comme à l'armée. Voilà. Il y aura des compétences de spécialiste. Et tout ça, il faut le mettre en place. Est-ce qu'on voudra faire une escadrille? C'est une question. Mais je ne veux pas qu'on rentre tout de suite dans les opérations. Rentrer dans les opérations quand on n'a pas d'armée, c'est casse-gueule. Voilà. Bon, je prends 2 questions, s'il y en a. Tout le monde est fou. Ah, si. Attends, Dominique d'abord, il s'est levé. Plutôt que de vouloir se prendre un coup de matraque par la police, ne serait-il pas plus judicieux d'amener la police à travailler avec nous? Alors, plutôt que de se prendre des coups de matraque, ne serait-il pas plus judicieux d'appeler la police à travailler avec nous? Ma réponse, dans ce conflit psychologique, la police est notre cible.
C'est-à-dire que, bien sûr qu'on veut retourner un maximum de policiers. Si vous lisez le bouquin, c'est un des scénarios. Un des scénarios, c'est qu'au ministère de l'Intérieur, il y a une petite note qui dit 20% des policiers sont sympathisants de la résistance. D'après nos recherches. Non, non, j'invente, c'est un scénario. Et puis nous, on continue de travailler. Et 6 mois après, le même rapport dit 30% des policiers sympathisent avec la résistance. Ils n'en font pas activement partie, mais ils sympathisent. C'est mal. Et encore 6 mois après, le même rapport dit 40% des policiers sympathisent avec la résistance. Alors là, il y a le chef de la sécurité présidentielle, il se dit 40%, mais ça veut dire que parmi mes 20 gardes présidentiels du président, il y en a peut-être 4 qui sont prêts à le flinguer. Non, mais il se dit que lui, il a des gars plus fiables. Il dit voilà, il y en a 40% dans la police en général, et chez moi, il y en a peut-être 20%, et chez moi, il y en a peut-être 10%. Et il commence à flipper. Il commence à interroger, à faire passer au test de vérité. Voilà, il fait passer un interrogatoire Gestapo, chacun de ses membres. Et les gars, ils se disent, mais c'est quoi ce truc? C'est la dictature. Et ça retourne, et ça s'accélère. Vous voulez retourner la police? C'est très bien, c'est un scénario de victoire. Mais pour le faire, il faut avoir une résistance capable d'appliquer une pression psychologique sur cette cible. Voilà. Si c'est une guerre, c'est un rapport de force. Est-ce que vous voulez... Qui c'est qui veut faire un bras de fer avec moi ici? Un bras de fer, un petit bras de fer. Allez, viens, viens, viens. Allez, viens me latter. Allez, je voudrais illustrer. Allez, tu prends ta chaise. Tu t'appelles comment? Elias. Je suis sûr que tu vas me latter en 2 secondes. Je suis sûr que non. Bon, ben, je vais me flatter. Allez, tu vas le plus fort possible. 1, 2, 3. Il est fort. Bon, après, il y a une position qui est plus que l'autre. Mais si je voulais le battre demain, c'est pas réaliste. Si je voulais le battre dans 1 an, comment je fais? Est-ce que je fais des bras de fer avec tous les gens que je rencontre? Peut-être, mais c'est pas forcément ça le plus efficace. Je construis mon plan d'entraînement. Je vais à la salle de muscu, je bouffe des protéines, et 1 fois par mois seulement, je me dis, allez, je me rappelle l'objectif et je fais des bras de fer. Parce qu'il y a peut-être une technique. Il faut peut-être la comprendre, c'est pas que de la muscu. Enfin bref, si on a un plan et qu'on veut se former, certaines de nos actions seront des entraînements. Des entraînements. Si ces entraînements ont en plus une part opérationnelle, si ce sont des coups d'essai, si une manif permet de faire une belle vidéo et que ça motive les Français, tant mieux. Tant mieux. Mais il faut être réaliste. Et le but, c'est que la résistance devienne plus forte. Alors, on va faire un travail pratique. On va chanter au choix le chant du départ ou la Marseillaise. Pourquoi il y a des... On t'interdit le bruit? Moi, je m'en fous, je vais chanter. Ceux qui chantent avec moi. Je m'en fous, je ne respecte pas les lois, y compris dans un chant. Voilà. Alors, du coup, on va pas chanter très longtemps. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. C'était pas la fin, c'était un travail pratique. Pourquoi? Moi, je ne respecte pas la Marseillaise. Non. Si je veux être honnête avec vous, je la respecte autant que mon ami Francis Lalanne qui est là, qui pleurait en disant « Mais ah là, on a fusillé des Vendéens ».
Mais j'ai voulu faire un travaux pratique, et le travaux pratique, il reposait en quoi? Se lever, poser un acte concret, opérer sur son propre mental. Tous ceux qui ont accepté de chanter, c'est parce que ce chant-là, il représentait quelque chose pour eux. Et moi, je l'ai adopté. Pour moi, il représente quasiment rien, mais je l'ai adopté parce que les autres Français l'utilisent et que je veux les encourager. Point. Et si en plus ça nous a fait désobéir, c'était parfait. J'avais d'autres travaux pratiques ici qui étaient on va mettre un gendarme, on va mettre une résistante, je leur apprends l'article 432-4, on voit comment on résiste, on passe aux choses concrètes, on fait un TP avec des volontaires. On n'a pas le temps, on me dit. Tant pis, prochaine fois. Mais concrètement, on ne va pas rester dans la théorie, parce qu'on veut libérer la France. Merci.